pas mal, merci. Ça, c'est moi. Voilà. Donc, l'enjeu auquel on a à répondre, ce n'est pas uniquement une question de carbone. La société ne se résume pas au carbone, mais c'est évidemment des questions d'équité sociale et d'efficience. Je vais essayer, en 15 minutes, c'est extrêmement court, d'illustrer tout ça. Alors, premier point, la décarbonation a commencé dans le pays. Donc ici, vous avez derrière les sièges, merci, les émissions de la France et l'empreinte, vous voyez qu'elles ont baissé de grosso modo 20%. Ça a marché. Donc on est dans un monde en transition. Ça baisse partout, sauf dans les transports. La voiture, c'est quand il veut. Bon, s'il vous plaît. Voilà. Tac. La voiture, c'est 68 millions de tonnes de CO2 en 90 et c'est à peu près pareil en 2023. Donc tous les secteurs baissent, sauf les transports, et la part des transports dans les émissions augmente. Donc la voiture, aujourd'hui, c'est 18% des émissions de GES de la France. Alors, ce que l'on peut quand même déjà voir, c'est que par rapport aux solutions envisagées, la solution de décroissance, si vous voulez, sur la mobilité, elle est quand même très compliquée, notamment pour des raisons d'équité. Si on ne peut pas trouver un travail à côté ou un logement à côté, se déplacer et aller plus loin, c'est juste indispensable. Et par ailleurs, vous voyez qu'on a eu une croissance économique de 50 à 60% du PIB, avec une décroissance des émissions. Donc ça, c'est une pierre dans le jardin des décroissants. Il faut quand même regarder les faits avant de parler. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, je vous ai mis ici ce qu'on trouve dans les médias. Donc ici, une affirmation lors de l'émission « La voiture, une drogue dure ». Donc vous voyez qu'on emploie un langage de toxicomane pour les Français, c'est-à-dire nous tous, 85% des ménages ont une voiture. Et puis on affirme ceci, 15% des ménages n'ont pas de voiture, donc c'est possible de s'en passer. Je vais vous le dire autrement, j'ai un sac de 100 billes, j'en ai 15 blanches, les 85 autres sont forcément blanches. Voilà, vous voyez bien que c'est évidemment faux. C'est ce qu'on appelle une généralisation excessive. Alors il y a ça aussi, 50% des déplacements en voiture sont inférieurs à 3 km, une aberration, c'est des choses qu'on entend souvent. Et ça, c'est une extrapolation et une erreur d'interprétation de ce que c'est qu'un déplacement. Un déplacement est défini par son motif. Vous voyez ici, je pars de chez moi, je pose mes enfants à l'école, j'enchaîne sur le travail, le soir en rentrant, je passe faire des courses. 4 déplacements, la moitié sont inférieurs à 3 km. Mais l'essentiel, ce sont des boucles de déplacement. On ne fait pas des déplacements de manière isolée. Voilà. Et en fait, la moitié des déplacements en voiture sont chaînés. Et quand vous enlevez ces chaînages, 7% des déplacements non chaînés en voiture sont inférieurs à 3 km. Je rappelle que plus de 20% des Français ont plus de 65 ans. Et donc, tout le monde ne peut pas se déplacer en vélo. Voilà. On a aussi plus de vélos, c'est moins de voitures. Donc, je vous mets ici la répartition des kilomètres parcourus en voiture par classe de distance. Donc vous voyez que 84% des déplacements en voiture, des kilomètres réalisés en voiture, sont le fait de trajets de plus de 20 km. Voilà, j'ai fait 40 km par jour de vélo. J'incite tous ceux qui disent que le vélo va tout résoudre à regarder ces chiffres et à être un peu plus raisonnable. Le vélo seul aura peu d'impact sur la décarbonation. Voilà. Donc on arrive à des choses de ce type-là où les opinions priment sur les faits. Voilà. Bernard Shaw disait « À tout problème complexe, il existe une solution simple », il ajoutait « simple et fausse ». Et on est typiquement dans ce paradigme-là aujourd'hui, ce qui rend les choses un peu compliquées, et je suis obligé de passer du temps à réexpliquer ces affaires-là. Je vous ai mis ici cette carte de la création d'emplois entre 1975 et 2016 en France. Vous avez en jaune des créations d'emplois et en bleu les destructions. Et donc, vous vous rendez compte que les métropoles, pour l'essentiel, ont créé les emplois et qu'un paquet de villes moyennes en ont détruit. Alors, les malthusiens que nous sommes, en France, si quelqu'un gagne, c'est qu'un autre perd, c'est ça le malthusianisme. Ils disent, voilà, les métropoles ont piqué les emplois aux villes moyennes. Ben, ce n'est pas exactement les mêmes. Moi, j'habite à Lyon. Je peux vous dire que Manu France a quitté Saint-Étienne et n'est pas venu à Lyon, il s'est parti en Chine. En fait, on a une économie de l'innovation qui s'est développée, et heureusement pour la France, dans les métropoles. Pourquoi dans les métropoles ? Parce que c'est là que se localisent les chercheurs, les ingénieurs, etc., et pas dans le Cantal. Et la base arrière industrielle de la France, qui était sur les villes moyennes, elle est partie au Maghreb et en Chine.
On est le seul pays dans l'Europe à avoir divisé par 2 la part de l'industrie dans notre PIB. C'est un choix français, de gauche ou de droite, depuis 50 ans. Parce qu'on a chargé les taxes sur les entreprises et on continue en fait. Vous voyez les débats surréalistes sur le projet de budget. Et vous avez ici cette carte qui vous représente non pas les distances, mais la masse de population, en comptant non pas les résidents, là où sont les logements, mais là où on passe notre temps. Et vous vous rendez compte que le poids des grandes villes est juste énorme. Le poids des quelques grandes villes est juste énorme. Donc en fait, ce sont les locomotives économiques, culturelles, touristiques, mais pas que, du pays. Et puis vous voyez en blanc, c'est la diagonale du vide qui n'est pas une diagonale. Et vous voyez aussi le poids des zones touristiques. Donc on a vraiment une concentration extrêmement importante du temps passé dans les agglomérations. Alors 90% de la population française est polarisée économiquement sur une agglomération, mais 50% y vit. Donc on a des flux très importants entre les pôles urbains et le périurbain et entre les villes. Alors, je vais l'illustrer autrement. Vous avez ici l'aire urbaine de Lyon. L'aire urbaine, c'est l'ensemble des communes dont au moins 40% des actifs travaillent dans le pôle urbain central. En 68, 90, 2011, je vous la fais brève, en blanc, vous habitez et vous travaillez dans la même commune. En rouge, vous faites 50 km par jour. Voilà. C'est le fameux chiffre du ministre François Durovray. 10 millions de Français font plus de 50 km par jour pour se déplacer, notamment pour aller travailler. Donc ça, c'est un phénomène qui est massif, général, dans toutes les agglomérations françaises. Et la difficulté, c'est que notre système TER n'a absolument pas accompagné cette périurbanisation de la France. Donc ici, vous avez le rapport sur les 50 plus grandes agglomérations françaises, la plus petite étant Saint-Brieuc, entre la demande de déplacement depuis le périurbain vers le pôle urbain, ramené au nombre de places dans les TER. Donc vous voyez qu'on est d'un facteur multiplicatif. Alors Montpellier est à 10, et ça c'est sur la journée. En heure de pointe, vous pouvez multiplier par 2 ou 3. Donc en fait, on a beaucoup plus de demandes que d'offres, ce qui explique qu'on a des trains totalement saturés quand on veut accéder aux agglomérations. Et donc, quand vous regardez les 34%, parce que maintenant avec le Citépa, c'est 34% les transports, comment est-ce qu'ils se répartissent? C'est 18% pour la voiture, et ces 18% se répartissent pour moitié sur les liens entre les agglomérations périurbains, qui comptent pour 6% des émissions de CO2 de la France, et les liens entre aires urbaines. Vous voyez que les villes-centres, c'est 0,5%, parce qu'en fait, c'est là où on a fait le report modal. On est passé de la voiture au transport en commun. C'est 15% de la population, 0,5% des émissions, 90% des articles de journaux. Le sujet, il n'est plus du tout dans les villes-centres. Arrêtons de parler de Paris, du centre de Lyon. Le sujet, c'est vraiment comment je connecte ces pôles urbains aux périurbains et aux villes moyennes jusqu'à 1 heure de temps de parcours. Alors, repartons des enjeux. Arrêtons d'être des militants du vélo, de la voiture, ou du car ou du train, ou que sais-je encore. Ça, ce sont des pensées qui rétrécissent la réflexion. On a 3 groupes d'acteurs, les usagers, les acteurs publics et les fournisseurs de services. J'ai été élu local et agent public dans une vie antérieure. Et en fait, l'objectif d'une politique de mobilité, ce n'est pas de réduire l'usage de la voiture, c'est un peu court, c'est de permettre à des gens d'aller travailler, étudier, se soigner, se divertir, se rencontrer dans des coûts et dans des délais raisonnables. Ça s'appelle l'accessibilité. C'est ça l'objectif d'une politique de mobilité. On a plusieurs contraintes. Les agents privés, les ménages, vous et moi, la contrainte essentielle, c'est le temps et l'argent. Et puis, on a 3 ressources publiques rares, ce que les économistes appellent des biens communs, c'est-à-dire le quota d'émissions, pour rester en dessous d'1,5 degré, l'espace public en ville. La voiture est certes très pratique, mais elle occupe beaucoup d'espace en ville. Et les fonds publics. Et donc, l'objectif d'une politique de mobilité, c'est de permettre à tous, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit démocratique, de se déplacer, donc d'assurer l'accès aux aménités urbaines en limitant l'impact sur les biens communs avec des modèles économiques soutenables, donc les fournisseurs de services. Si la colonne dépenses est supérieure à la colonne recettes, ils meurent. Et donc, il faut qu'on arrive à soutenir nos entreprises également. C'est ça l'équation à résoudre. Elle n'est pas si simple, évidemment. Alors, je vous ai mis ici les cartes de densité entre Lyon et Oslo. Et donc, le premier mot, c'est densifier. Donc, vous voyez ici que la carte de Lyon, on a un urbanisme extrêmement éparpillé, et à Oslo, il est extrêmement concentré autour des axes de transport. Une ville, pour se développer, a 2 manières de le faire.
soit verticalement, soit elle s'étale. Et l'étalement urbain, s'il est fait comme à Oslo, le long des axes de transport, ce n'est pas un problème. S'il est fait, comme on l'a fait en France, de manière complètement éparpillée, c'est un problème parce que passer de la voiture au transport public à gauche, ça sera beaucoup plus compliqué qu'à droite. La différence entre ces deux cartes, c'est qu'à gauche, j'ai 520 communes et à droite, j'en ai 10. Voilà. Quand on raisonne à l'échelle de la commune, on ne se rend pas compte de l'impact que l'on a sur une échelle beaucoup plus globale, qui est ce qu'on appelle un espace de vie, c'est-à-dire une aire urbaine, là où j'habite et là où je travaille. Et donc, quelles sont les solutions par rapport à la répartition des émissions? Il va falloir verdir le parc de voitures. Donc, au sein du périurbain, on est dans des systèmes urbains très peu denses, donc aucune chance pour le transport public, ça sera plutôt la voiture électrique. Première couronne, c'est vélo plus transport public, et ça, le vélo, non pas des pistes cyclables pour singer la voiture avec des RER vélo, mais plutôt des parcs relais sécurisés au sein des pôles de transport public. Je vais l'illustrer. Le Grand Paris Express, si aujourd'hui l'accessibilité est assurée à 15 minutes à pied. 15 minutes en vélo, je multiplie par 16 la population, parce que la surface, c'est le carré de la distance. Et donc, on voit bien l'impact de ces politiques. Et puis, sur les liens agglo-périurbains et entrées urbaines, qui sont les deux points essentiels, ça sera voiture ou vélo, plus parc relais, plus car ou train. Alors la question, si on avait un report modal comme on a sur Paris de 50% des trajets périurbains, centres urbains qui se faisaient non pas en voiture, mais en transport en commun, on passerait la part modale de la voiture de 80 à 65%, ce qui serait un record mondial. Ce n'est pas inatteignable, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. La question, c'est comment financer. Et ça, ce n'est pas si simple, surtout dans ce pays. Alors là, je ne vais pas me faire des amis. Alors, il y a un tabou. Un tabou, c'est quoi? C'est quelque chose dont il ne faut surtout pas parler, au risque de finir au bûcher, ce qui va peut-être m'arriver. Et donc, vous avez ici le coût en euros par voyageur kilomètre de la voiture, des transports en commun urbains et des TER. Donc, aujourd'hui, le transport public en France coûte 50% plus cher que l'usage de la voiture à la société. Et vous intégrez les externalités négatives, ça n'y change rien, tellement la masse des voyageurs kilomètres est importante en voiture. Alors, on va se rassurer, il y a des cas où c'est exactement l'inverse. Quand vous prenez dans les systèmes denses, je vous ai mis le RER, j'aurais pu rajouter certains TER, on est à des facteurs multiplicatifs vraiment très importants, de 1 à 2, voire de 1 à 4. Et donc, ça peut marcher, on peut être beaucoup plus efficient. Je vous mets la carte ici de taux d'occupation de 2019 des TER. En 2023, ça s'est encore dégradé sur les TER de proximité. Et donc, vous voyez que sur tout l'accès aux grandes agglomérations, les TER sont totalement saturés, parce que quand vous êtes à 40% d'occupation, ça veut dire que vous êtes au moins à 100% en accès, et les trains, il faut bien les renvoyer. Et donc, vous êtes à des trajets plus souvent quasi à vide au retour. Et donc, c'est excellent comme performance. Et puis, vous voyez qu'on a des trains à 10, 20%, voire 5%. Et c'est bien ça le problème, c'est parce qu'on a voulu continuer à desservir quoi qu'il en coûte, avec un outil qui n'est pas fait pour transporter peu de personnes, mais qui est fait pour transporter beaucoup de personnes, entre des villes qui finalement n'échangent plus beaucoup entre elles, pour des tas de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. Voilà, donc on a par rapport à cette moyenne des écarts qui sont énormes. Donc on a des systèmes TER qui sont extrêmement efficaces en accès aux agglomérations, mais on ne peut pas rajouter un train de plus pour des questions de disponibilité d'infrastructures. Et puis ailleurs, on gaspille un argent incroyable. Alors il y a aussi l'efficience environnementale. Un TER avec moins de 37 personnes au diesel, vous émettez plus que la voiture. Donc il faudrait supprimer tous ces TER-là si je prenais uniquement la question du carbone. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de lignes bleues qui disparaissent. Mais peut-être qu'il faudrait les transformer. Voilà. Un car, ça coûte 10 fois moins cher qu'un train. Donc si je passe d'un train par heure, ce qui est souvent la norme, à 4 cars par heure, je divise les coûts par 2,5 et j'ai un outil qui est beaucoup plus adapté pour transporter un volume de personnes qui finalement ne nécessite pas du train. Le dernier point, c'est la tarification. Une voiture électrique, ça va faire encore baisser le coût ici de la voiture. Mais une voiture électrique, elle endommage la chaussée, plus que d'ailleurs une voiture thermique, parce qu'elle est plus lourde, elle a des frictions plus fortes. En Australie, vous avez 2 États qui ont mis en place une tarification de la voiture. Il faudra tarifer l'usage de la voiture, notamment par rapport à ses coûts publics. Et donc ça, il faudra revenir là-dessus. Ça ne va pas être une chose facile, mais il faudra certainement le faire. Voilà, je vais terminer sur 2 choses.
On va citer Bergson, qui est un philosophe. Donc d'abord, soyons optimistes, on a plein de solutions. La question, c'est vraiment l'efficience économique et environnementale, sur laquelle aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas parce qu'on a des totems et des tabous. Et donc l'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais c'est ce que nous allons en faire. Voilà, ça c'est une chose tout à fait simple, et c'est ce qu'il faut raconter aux jeunes, plutôt que leur dire qu'on est foutu, parce que là, vous allez les désespérer et les démobiliser. Je terminerai avec Keynes, qui disait ceci, voilà, les politiques doivent faire des choix entre l'efficacité, la liberté et l'équité. Il ajoutait, les capitalistes ont échoué puisqu'ils ont privilégié l'efficacité et la liberté au détriment de l'équité, et les communistes ont juste fait exactement l'inverse. Dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, la liberté ne se discute pas, l'équité est essentielle, ce qui mobilise les citoyens, c'est la justice, le sentiment de justice, ce qui n'est pas rien à voir avec l'égalité. Et par contre, en fait, il faudrait qu'on soit tout simplement plus efficace. C'est le gros chantier qui est devant nous. On pourra réussir la décarbonation uniquement si on adresse ce dernier chantier. Merci. Merci.